Encore une histoire d'Internet, oui, on va en parler des réseaux sociaux, je sais que toute une partie de la classe politique, médiatique, notable, dit c'est pas possible, ces réseaux sociaux, on n'en veut plus, plus d'anonymat, c'est fini. D'ailleurs, il faut tuer la liberté d'expression pour défendre la démocratie. C'est devenu notre nouveau mot d'ordre et ça va aller très loin. Non, on va parler du site Buzyn, on va parler d'Anne Hidalgo, on va parler des 120 agressions par jour à l'arme blanche en France. On va parler de tout cela, on va parler aussi évidemment des émissions de CO2, et puis on va recevoir une journaliste qui a fait un bouquin tout à fait intéressant sur la brigade d'intervention de la police, et elle va raconter beaucoup de choses passionnantes, terribles, sur ce qui s'est passé notamment au Bataclan un certain jour de novembre 2015. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour Paris? Qu'est-ce qu'on ferait pas, une ministre de la Santé qui abandonne le coronavirus, pour se lancer dans cette course pour la direction de la plus belle capitale du monde? Et ça y est, Agnès Buzyn est là, et la mélancolie s'en va, on va voir. Et vous avez vu, ça va être une grande querelle de dames. Oui, quand les dames se plaignent que la parité n'est pas là. Attendez, qui y a? Anne Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn, Daniel Simonet. Paris appartient d'ores et déjà aux femmes, et nous nous en réjouissons. C'est pas mal qu'il y ait ce combat singulier. On verra s'il est singulier. Mais en attendant, sur les sites, alors ça devient très intéressant sur les sites, je vous assure. Il y a une vraie comédie. Par exemple, vous allez connaître le programme d'Agnès Buzyn. Je ne sais pas si elle met ses pas dans les pas de Benjamin Griveaux. Pas surtout, non. Il paraît qu'elle a renoncé au déplacement de la gare de Lyon, de la gare de l'Est, donc la gare de Lyon. Et puis elle ne fera pas les 100 000 euros. Elle ne donnera pas les 100 000 euros. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il est trouvé les 100 000 euros. Il voulait donner en apport 100 000 euros, Benjamin Griveaux, voilà, à chaque Parisien qui voulait acheter un appartement. Absolument. Elle y renonce. Vous faites le site Buzyn 2020, 2020.fr. Oui, 2020, bien sûr. Mais 2020, c'est mieux. Vous savez, moi, je préfère le 2020 d'ici à Lolo de là. Donc, oui, absolument, Pierre Dac. Donc, alors, quand vous faites ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'ils ont corrigé la chose, mais hier encore, ça renvoyait au site d'Anne Hidalgo. Absolument. C'est-à-dire, le site Buzyn de 2020, 2020, eh bien, on tombait sur Anne Hidalgo. Si c'est pas encore piratage, ça a été relevé. Et moi, je vais vous dire, c'est encore un coup des Russes. C'est un coup des Russes. Tout ce qui se passe depuis 2 ans en France, c'est un coup des Russes. Déjà avec Trump, c'était les Russes. D'ailleurs, tout ce qui se passe partout. Le coronavirus, d'ailleurs, ça finit par quoi le coronavirus? Par russe. Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Voilà. Alors, c'est des querelles de sites, mais c'est toujours intéressant à suivre. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Il y a d'autres soldats en ville. Et la nuit, montent les civils. Remet du rimel accessible. Lola, qui t'arrivera bientôt. Encore un peu de cœur. Ce fut un avril à 5 heures. Au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. La merveilleux poème d'Aragon, mis en musique par Léo Ferré, et c'est ainsi que les hommes vivent. Mais là, on n'a plus envie de rire. 120 agressions à l'arme blanche ont lieu chaque jour en France. 120 agressions. Et c'est difficile à quantifier, mais on l'a fait, et c'est terrifiant quand même. Je veux dire, tous les jours, vous imaginez 120 agressions à la France. Encore, il y a quelques jours, au Lilas, à Montpellier, à la gare Saint-Roch, un peu partout, eh bien, les vols violents avec armes blanches, on ne mène pas des revolvers, on ne parle pas du reste, ont grimpé de 21% en janvier dernier par rapport à la même période de 2018. Et à long terme, les vols avec armes blanches ont été divisés par 3, donc des vols oui, mais les agressions non. Et c'est les homicides et tentatives qui ont augmenté très dangereusement depuis quelque temps. Et c'est terrifiant. Alors, il y a des morts violentes au sein du couple, il y a un peu de tout, hein. Mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire, le couteau devient une arme utilisée. Et ce qui est fou, c'est
L'Observatoire national de la délinquance, pardon, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, eh bien, sa dernière étude, basée sur les réponses à l'enquête cadre de vie et sécurité de l'INSEE, pour les années 2015 à 2017, c'est eux qui ont estimé le nombre de victimes d'agressions à l'arme blanche à 44 000 pour l'année. 44 000 pour l'année. Et d'ailleurs, on ne comprend pas très bien, parce que Dieu sait s'il y a des observatoires qui ne servent à rien, mais celui-là, il est dissous. Eh bien, on se demande pourquoi il a été dissous, cet Observatoire national de la délinquance. 0826 300 300. Vous l'avez peut-être constaté vous-même chez vous, où vous habitiez d'ailleurs, à la campagne, en ville, un peu partout en France, cette montée de l'insécurité. N'hésitez pas à venir témoigner au 0826 300 300. Berkoff vous attend à partir de 13h sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien oui, vous voyez, il a fait électricité, effectivement, sans elle, que ferions-nous? Eh bien quand même une bonne nouvelle et un bravo, pourquoi? Parce que l'Agence internationale de l'énergie a annoncé que les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont stagné au niveau mondial. Mieux encore, il a été observé une chute spectaculaire de CO2 liée à l'électricité en Europe. Une baisse de 12%. Ce qui est quand même assez formidable, et c'est bien, il faut le dire. Alors, on est loin d'avoir atteint les objectifs en matière d'énergie verte, mais enfin, cette chute de 12%, c'est très très bien. Alors, effectivement, aux États-Unis aussi, oui, on a observé la plus forte baisse d'émissions de CO2 par pays, tous secteurs confondus. Vous voyez, malgré Trump qui est climato-sceptique, eh bien, baisse de 140 millions de tonnes, et du côté de l'Union européenne, 160 millions de tonnes. Alors, évidemment, la Chine et l'Inde, ils s'en fichent complètement. Là, ça a haussé de façon formidable. Mais écoutez, voilà, une baisse comme ça méritait un salut. Est-ce qu'André Berkoff va dire merci les éoliennes? Pas du tout. Jamais, jamais. Les éoliennes vont fabriquer encore plus de pollution qu'avant avec leurs batteries électriques, avec leur cobalt et leur silicium. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff. On accueille Laurence Beneux, journaliste indépendante, auteur, et auteur notamment de ce livre, BI, Brigade d'intervention. C'est publié au Cherche Midi. Bonjour. Bonjour. Laurence Beneux, c'est ça? Beneux. Ou Beneux. Oui, enfin, c'est pas grave. Laurence Beneux, écoutez, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, il est très documenté. Et effectivement, moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait une brigade d'intervention. Vous connaissez la brigade d'intervention de la préfecture de police, on connaît le RAID, on connaît évidemment chez les gendarmes le GIGN. Mais alors, cette brigade d'intervention spécifique, qu'est-ce qui la rend spécifique vraiment par rapport aux autres, par rapport à leurs collègues? Juste déjà, vous voyez, vous venez de redire, je connaissais la brigade d'intervention de la préfecture de police. En fait, Ouais. Vous connaissez la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, et vous ne connaissez pas la brigade d'intervention. En fait, pour une raison que... Mais ils veulent pas qu'on parle d'eux ou quoi? Mais non, c'est eux, c'est pas eux qui veulent pas qu'on parle d'eux. C'est, je sais pas pourquoi on veut pas qu'on parle d'eux. Enfin, ils ont participé à toutes les grosses opérations. Ouais. Je sais pas, à l'arrestation du gang des barbares. Oui, mais alors, je voudrais savoir l'hypercachère. spécifiquement, qu'est-ce qui les différencie de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique qui les différencie? Déjà, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, il faut quand même voir que 90% de son activité, c'est de la police judiciaire. Ils sont devenus d'intervention de fait à cause des braquages, des gros braquages dans les années 70 qui les mettaient dans des situations qui étaient dangereuses au moment où on arrêtait les braqueurs, au moment où ils faisaient les braquages. Et de petit à petit, comme ça, il y a un savoir-faire qui s'est développé, ils ont eu du matériel et tout ça. La brigade d'intervention, eux, en fait, ils ne font que ça. C'est une brigade qui a été créée en 98. On a recruté des policiers parmi les gymnases, la compagnie sportive de la préfecture de police. D'accord, oui, parce qu'il faut des sportifs, il faut être C'est ça. aguerri. Ouais. Donc en fait, c'est tous des sportifs de niveau national. Donc on avait des gens qui faisaient, bien sûr, qui faisaient du combat, mais on avait des moniteurs de tir. Au départ, c'était ça. Ils sont tous tireurs de précision, en fait. Voilà. Donc en fait, des gens qui faisaient de la varap.
enfin qui Oui, faisaient, c'est qui ça. faisaient de l'escalade. Oui, parce que vous racontez très bien, ils doivent être sur les toits, ils doivent grimper un peu partout, ils doivent s'adapter à toutes les situations, y compris les plus rocambolesques. Voilà. Ouais. Donc au départ, d'ailleurs, leur mission première, c'est ça, c'est grimper, enfin c'est la varap, donc Surveiller, partir des toits, par exemple. oui, alors enfin grimper par exemple quand il y a des gens qui s'accrochent pour aller décrocher ou alors pour aller décrocher des banderoles ou tout D'accord, ça. d'accord. C'est les points hauts, ce qu'on appelle les points hauts, c'est-à-dire surtout quand le président de la République ou le premier ministre est dehors. En Oui, fait, ils on sont surveille. on surveille. Alors, il y a en fait, c'est des binômes. Donc, il y a quelqu'un qui observe et quelqu'un qui est un tireur qui est là en fait beaucoup plus pour dissuader que. Mais voilà, ça, oui, je pour veiller au grain. Mais alors, ce que vous dites aussi, c'est très intéressant, parce que ça, je ne savais pas non plus, c'est qu'il y a aussi les souterrains, les Voilà. carrières. Racontez-nous ces carrières et ces Eh ben, surveillances de souterrains. Donc ils vont. Alors en fait, avant il y avait une unité spécifique et puis quand ils ont récupéré les carrières en fait. Donc en fait, ils sont chargés d'aller de surveiller les carrières. En fait, il y a une vie intense dans les 300 kilomètres de souterrains qui sont Sur Paris, par exemple. Sur Paris, oui. oui. Avec alors des passionnés. Alors il y a des passionnés ou d'histoire qui veulent préserver les carrières, ça va. Et les Mais- catacombes, ça fait partie des carrières. Oui, Ouais, oui, ça. c'est Tous ça. Les catacombes et Tout ce qui est ça, les catacombes, en fait les souterrains de Paris. C'est ça, absolument. Voilà. D'accord. Et donc, qui sont des endroits qui sont en fait sensibles. D'abord parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, au départ, il y a une unité de police qui a été dédiée au À sous-sol. l'underground, comme on dit Oui, ici. c'était parce qu'il y avait eu un effondrement absolument catastrophique au Au XVIIIe siècle. Oui, vous le racontez, oui. Et donc voilà, depuis ça a perduré. Et donc, ils vont là-dedans pour chercher parce que il y a des cataphiles débutants qui sont pas très prudents et qui se perdent. Et c'est assez Ouais. facile. Donc de temps en temps, c'est un coup de fil. On en a un, il est parti. Ça fait Donc, 24 ils vont heures qu'il est pas remonté. chercher, Voilà. ouais, d'accord. Donc ils vont les chercher. Ils vont aussi surveiller parce que en fait, c'est interdit d'aller dans les catacombes. Ouais. Enfin, dans les carrières. Donc, c'est une infraction en soi seulement. Ça sert à rien qu'il y ait des règlements s'il n'y a personne pour les faire appliquer. Hein. Clair. Une loi, voilà, s'il n'y a pas de police derrière, elle reste lettre morte. Donc, de toute façon, ça les intéresse, ça les intéresse en soi qu'il y ait des gens, même s'ils sont beaucoup plus indulgents avec les gens qui sont là pour protéger les catacombes qu'avec les abrutis qui vont s'amuser à aller faire des trous pour pouvoir se payer un week-end dans les sous-sols de Paris, parce qu'en Ouais. fait, c'est super dangereux. Oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Mais, Il y a- alors, il y a une chose qui me frappe quand même, Laurence Beneux, dans ce que vous racontez, la brigade d'intervention, c'est que ils ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur. Bah, non, Ça, c'est quand même. Non, mais, normalement, ils devraient dépendre, c'est la police. Ils devraient dépendre du ministère de l'Intérieur, quand même. Oh, oui, mais non, en fait, il faut savoir que de toute façon, Paris et sa petite couronne dépendent de la préfecture de police de Paris. Ça date de la Révolution. Ouais. Donc c'est pour ça on l'appelle un peu un État dans l'État. Théoriquement, il dépendrait un peu de l'intérieur, sauf qu'en fait, en général, on pense qu'il joue plus ou moins à armes égales, Oui, à force égale. Donc, qui dépendent pas directement du ministère de l'Intérieur, c'est normal. Qui dépendent de la DOPC, de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation. Oui, c'est ça qui m'a Compte frappé. tenu- Direction de l'ordre public et de la circulation. Eh ben ça, en fait, ils ont eu des missions qui ont évolué, parce que là, je vous ai parlé avant de leur mission initiale, Oui. mais en fait, il y a eu une évolution. Parce qu'on avait ces équipes très entraînées, donc c'est une espèce d'élite. Enfin, je veux dire, ils ont un savoir-faire qui est très particulier et qui est rare. Même ne serait-ce que physiquement. Enfin, tout le monde n'est pas capable d'aller. Enfin, ils s'entraînent des fois pour s'entraîner, ils montent sur des grues, quoi. Ouais, Donc voilà. Et donc et puis c'est pareil, les tireurs de précision, Ouais. on n'en a pas tant que ça non plus. C'est clair. Donc, en fait, et ils savent ouvrir des portes. Donc, on avait d'un côté, de temps en temps, on avait des opérations il y a des arrestations qui sont plus dangereuses que d'autres. Quand on sait que les gens vont être armés, enfin, des gens Ils qui vont sont très opposer une connus. résistance, Voilà. etc. ouais. Donc, en fait, on avait d'un côté ces policiers qui avaient encore un peu de temps, et d'un autre côté, on avait des unités qui sont souvent très débordées.
Enfin, Ouais. et donc, ils ont commencé à porter assistance à d'autres À d'autres corps de police, voilà, à d'autres unités. D'accord. Oui, ils ont travaillé ensemble, etc. On les active, on fait appel à eux. Donc, en fait, maintenant, ils travaillent, ils passent une bonne moitié de leur temps, en fait, à ne pas travailler pour leur... Pour ceux, pourquoi, ouais, pas pour leur Voilà. objectif principal. Une chose que vous demandez, vous en avez vu beaucoup. Oui. Vous dites vous-même d'ailleurs que vous avez pris des pseudonymes parce qu'effectivement c'est normal. Parce que c'est pas la grande muette, la police, mais enfin ils ont l'obligation de réserve. On va en parler après. On va parler surtout du fait qu'ils ont accepté de vous parler parce qu'il y a eu ce traumatisme du Bataclan. Ouais. Et on va en parler longuement là. Et simplement, si vous aviez à les décrire ce que vous avez vu, en quelques mots, vous diriez quoi? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs qualités? Alors, bah déjà, c'est des policiers qui sont super humbles, en fait. Ouais. C'est une unité qui est, je veux dire, qui est très touchante. Ils sont dans des... Quand on les voit, c'est une espèce de famille. Mais en fait, ça, je pense que c'est propre, en fait, à toutes les unités de police. Et ils vivent des situations qui sont souvent extrêmement dangereuses. Et là, ils ont vécu des situations qui étaient gravissimes. Donc, ça soude. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les opérateurs de terrain, il n'y a que des hommes. Il se trouve dans cette unité. De temps en temps, dans les cadres, il y a une femme, mais voilà, là non. Ouais. Et on pourrait, en fait, donc c'est quand même, il y a beaucoup de testostérone dans cette unité, et ils se font la bise. Ouais. Ils sont très intelligents. Enfin, moi, tous les gens que j'ai rencontrés sont très intelligents et avec une capacité de concentration et une capacité de recul. Il y a beaucoup de pudeur aussi. Faut voir. Alors, j'ai pas parlé que avec eux. J'ai pas parlé qu'avec des gens de l'abbaye. J'ai parlé aussi avec d'autres. Avec d'autres, bien sûr, d'autres policiers. Non, mais je veux dire, ou même des anciens ou qui travaillent, qui les ont côtoyés. Enfin, pas du tout que. Voilà, pas du tout. Dont que, notamment le célèbre, vous l'avez pas vu, il a pas voulu vous voir. Vous parlez beaucoup de Cato. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été. Racontez qui a été Cato. Alors, Cato, c'est un ancien du RAID. Donc, ça a été un officier. Il a été officier à la brigade d'intervention. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grosse expérience. Ils en parlent, c'est un peu un mythe, en fait. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas. C'est un peu leur. Oui. L'être mythologique, un peu pas gourou, mais enfin. Non, mais c'est-à-dire que ils sont tous d'accord. Enfin, quoi qu'on pense, en général, ils en pensent quand même plutôt du bien. Qu'il est extrêmement compétent dans son domaine, que c'est un meneur d'hommes et que sa présence a fait faire un bond en avant à la brigade d'intervention. Il est arrivé quand la brigade d'intervention et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, donc pendant un moment, ont été rassemblés pour former la brigade anticommando. Donc en fait, la brigade anticommando, c'est quelque chose qui est activé dans des situations particulièrement graves, particulièrement graves et ou particulièrement dangereuses. Donc Cato est arrivé en leur disant. Enfin, c'est eux qui me disent, en leur disant, bon, là, vous faites partie de la brigade anticommando, maintenant, il faut... Et donc, en fait, il a commencé à changer complètement la tournure des entraînements, à travailler sur la cohésion du groupe, sur la concentration, parce que son leitmotiv, c'était, il va se passer quelque chose. Un jour, il se passera quelque chose à Paris. Ça va être dramatique et on va prendre super cher. Eh bien, on va en parler, effectivement. Il n'avait pas tort. En 2015, il y a eu plusieurs événements très dramatiques et on a pris super cher. On parle du Bataclan, on parle de l'hypermarché Cacher. Après ceci. 2 minutes. On reprend juste après.